Bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire sur le Lean Construction. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par Keox, portail qui permet d'accéder à la réglementation et normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Le site propose également des analyses des meilleurs experts publiées dans les 5 classeurs à mise à jour et dans la revue bimestrielle Complément technique. Les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les 2 semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Docteur, qui est chef de projet Lean Construction chez Delta Partners et qui accompagne à ce titre de nombreux projets de construction en France et en Europe, notamment sur la fiabilisation des délais de construction, le management de chantier, l'ingénierie de planification et bien d'autres sujets liés au Lean Construction. C'est cette démarche qui vise à réduire, voire éliminer les gaspillages dans un projet de construction, et ce afin d'augmenter la satisfaction du client, que vous allez nous présenter aujourd'hui. Vous détaillerez sur quels concepts et sur quels outils s'appuie cette démarche, comment elle peut être mise en œuvre dans un projet de construction, et quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre par rapport à une méthode de gestion classique. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran, comme vous le voyez en ce moment à l'image. Monsieur le Docteur, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, je voulais quand même vous annoncer que j'ai malheureusement attrapé un petit virus saisonnier, ce qui fait qu'il est possible que je tousse ou que je reprenne mon souffle pendant ce webinaire. Alors, on va commencer tout de suite par vous présenter l'entreprise Delta Partners. Donc, l'entreprise Delta Partners est une entreprise créée en 2011 et experte dans la maîtrise des méthodologies et des outils de l'excellence opérationnelle. Nous avons accompagné depuis notre création plus de 500 projets de construction en France et à l'international. Nous possédons 3 lignes de service. Tout d'abord, la structuration organisationnelle d'entreprises de la construction. Ensuite, le développement et le déploiement des méthodologies et outils de planification et de pilotage de chantier. Nous travaillons justement sur un outil digital qui regroupera toute notre expertise au service des maîtrises d'œuvre et des directions de travaux. Et enfin, nous sommes pilotes des phases de conception, études et travaux en OPC Lean. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que des consultants, mais nous sommes aussi pilotes de chantier. Nous appliquons donc notre méthodologie sur des projets où nous sommes en responsabilité auprès d'une maîtrise d'ouvrage. Et ce point est quand même très important parce que, en étant en responsabilité, on se doit d'être les meilleurs, j'ai envie de dire, et donc on applique la méthodologie Lean au pilotage de chantier. Donnons maintenant une définition du Lean Construction. Le Lean est tout d'abord une philosophie, c'est un état d'esprit qui vise à la création de valeur pour le client par l'élimination des gaspillages. Le tout est soutenu par des outils collaboratifs de gestion de projet, mais les outils ne marcheront pas sans un changement d'état d'esprit profond. Le tout s'inscrit dans le cadre d'une démarche systématique et rigoureuse d'amélioration continue. Définissons maintenant le but de ce que pourrait être un chantier exemplaire. Nous définissons le chantier exemplaire comme une succession d'objectifs que nous souhaitons atteindre. Tout d'abord, le zéro accident sur le chantier. Safety first, la sécurité par tous les acteurs pour tous les acteurs. Construire dans la qualité attendue. Les reprises qualité coûtent en moyenne 15% du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment. Il est inconcevable de ne pas réaliser du premier coup la qualité attendue. Tout le monde y gagnerait de ne pas revenir sur les travaux déjà réalisés. Le respect du planning est un engagement envers notre client. Les entreprises s'engagent envers la MOE s'engage envers la MOA s'engage envers le client final, et le client final, lui, s'engage envers ses usagers. C'est donc une cascade d'engagements qui seront tenus que si le planning est tenu. Atteindre ces objectifs, c'est se conformer à ces objectifs financiers pour tous les acteurs et par conséquent au respect de sa marge. Ceci passe par un chantier cadré et performant où les travaux se déroulent d'une manière fluide.
Les entreprises interviennent en flux continu et on évite les amenés et les replis de matériel. Figer le projet et les études avant de débuter les travaux est l'une des clés d'un chantier exemplaire. Réfléchir avant d'agir n'est pas seulement réservé aux ouvriers sur le chantier. Ce dicton s'applique avant tout aux maîtrises d'œuvre et aux directions de travaux et aux OPC. On peut aussi parler de la nécessité de désigner toutes les entreprises avant les phases d'études. Désigner tardivement certains lots n'aura qu'un effet préjudiciable sur la réalisation des travaux. L'équipe projet doit prendre ses responsabilités et imposer cette condition à sa maîtrise d'ouvrage. Alors certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on a un contrat avec des engagements et du juridique derrière, l'échange doit être réciproque. Enfin, l'une des clés pour réussir son chantier est de créer une cohésion entre les acteurs. Ceci n'a que des vertus. On peut citer des dialogues transparents et constructifs, la recherche de solutions au service du projet, l'aide et le soutien des acteurs entre eux. Les acteurs ont certes des intérêts personnels, mais quand tout le monde se met au service de l'intérêt collectif, ça donne des résultats fantastiques. Maintenant, voyons quelles sont les étapes de mise en place de cette méthodologie sur un chantier de construction. L'objet de ce webinaire est de vous présenter l'intérêt de mettre en place cette démarche sur vos projets, quelle que soit leur taille ou leur typologie. Pour cela, j'ai pris le parti de mettre en évidence les différences entre le système classique de gestion d'un chantier et le système Lean Construction. Nous allons donc ensemble dérouler les différentes étapes que je vais vous détailler tout de suite. Tout d'abord, la phase avant travaux, donc avant l'exécution, où nous allons comparer tout d'abord la philosophie, puis la phase de conception, ensuite la création du planning et enfin la phase de préparation de chantier. Ensuite, nous verrons la phase pendant les travaux, donc pendant l'exécution, avec la planification des travaux hebdomadaires qui vient compléter, voire remplacer la réunion de chantier. Ensuite, le suivi des travaux. Puis, on prendra l'exemple du plan d'implantation de chantier, qui est le PIC, en vous montrant en fait comment on peut innover par rapport à ce PIC. Et enfin, l'organisation de la réception. Commençons tout d'abord par la philosophie. Le pilotage classique d'un chantier de construction peut quelquefois revenir à conduire avec un brouillard devant les yeux. Je pense que nous avons tous en tête une opération de construction avec ce flou sur les prochaines semaines et cette impossibilité de planifier correctement les travaux à cause d'une succession de points bloquants. Ce brouillard entraîne donc une diminution de la vitesse car nous ne sommes pas capables de voir les obstacles qui sont devant nos yeux. La détection est lente et entraîne des solutions a posteriori et une mise en œuvre tardive. Les enclenchements ont du mal à se faire et de multiples versions du planning viennent mettre à jour un ordonnancement mis à mal par un retard latent. L'ambiance se détériore à mesure du retard accumulé et la mise sous pression des équipes. Le système Lean, quant à lui, est une gestion de projet pragmatique. Ceci basé sur l'anticipation systématique des prérequis et des points de blocage. Les actions à mener sont anticipées le plus en amont possible et ne viennent pas gêner le déroulement des travaux sur le chantier. Les prises de décision sont communes avec la recherche de l'intérêt du projet avant les intérêts personnels. Le tout est suivi par des indicateurs partagés avec tous permettant de juger de la performance du chantier. On dit qu'un chantier performant est un chantier qui apprend. La vitesse redevient optimale, donc ni trop vite, ni trop lentement, seulement ce qu'il faut, avec un grand soleil qui permet une vision dégagée et la possibilité d'anticiper bien en amont tous les événements qui pourraient apparaître sur notre route. Une fois la philosophie comprise, nous pouvons passer à la phase de conception. Cette image doit sûrement vous parler. Des échanges par email à n'en plus finir entre de nombreux interlocuteurs qui finissent par tourner en rond. Une fois on est en copie des emails, une fois destinataire, et une fois on est oublié. Nous ne savons pas ce que font les autres acteurs, les décisions ont du mal à se prendre et la conception prend du retard. Mettons les choses au clair tout de suite, ce retard ne sera pas récupéré sur le chantier.
il est inconcevable de pressuriser les entreprises pendant la phase d'exécution pour des retards qui seraient dus à une désorganisation de l'équipe projet. Le système Lean, quant à lui, prône une réunion hebdomadaire afin de s'asseoir autour de la table et acter des décisions pour avancer. C'est mettre l'intelligence collective au service du projet pour le projet. Chaque semaine, un point d'avancement est réalisé avec tous les acteurs autour d'un support commun avec le suivi des actions, des points de blocage et les indicateurs du projet. Suivi des engagements, suivi du planning des décisions, nombre de points bloquants levés par semaine. Ce moment dédié chaque semaine permet de se synchroniser et aborder tous les points importants. Un compte rendu est produit et indique les actions de chacun afin que l'information soit la plus transparente possible. La conception est terminée. Maintenant, il est nécessaire de créer le planning de l'opération. Alors, nous voyons sur cette image un OPC qui est dans son bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Le pilote récupère les plannings de chaque entreprise afin de créer le planning de l'opération. Nous sommes ici dans une phase où les entreprises ont été désignées. L'OPC fait des choix personnels afin de permettre le respect des deadlines du client. Il réalise des arbitrages de son côté pour faire rentrer toutes les entreprises dans le planning contractuel. Il faut savoir que la création du planning est la conséquence de plusieurs informations. Tout d'abord, le délai du client, qui est l'information la plus importante. Ça structure la fenêtre de tir des travaux pour les entreprises. Ensuite, nous avons les grands jalons contractuels du projet, durée d'installation des grues, libération des zones, changement des emprises datées. Et enfin, nous avons la durée des travaux des entreprises, qui est la donnée essentielle à prendre en compte. Cette donnée doit venir des entreprises et elle doit être respectée. L'OPC Lean, lui, partage la responsabilité de la création du planning avec l'ensemble des acteurs. Il réunit les entreprises autour de la table pour créer collaborativement le planning. L'intelligence collective est au cœur du système car elle va permettre de valider les différents ordonnancements dans l'intérêt du projet. Être tous autour de la table permet de prendre en compte l'ensemble des prérequis qui permettront à une tâche de se dérouler en temps et en heure. L'objectif est de valider le meilleur processus ensemble. Alors, comment se passe cet atelier de travail? Là, nous voyons une photo que nous avons prise et moi, je suis la personne avec l'écharpe autour du cou qui est en train de discuter avec les entreprises pour la création du planning. Donc, tout d'abord, nous allons, pendant cet atelier de travail, clarifier et partager les objectifs de la production. Donc, de par le délai du client et ensuite les grands jalons contractuels. Ensuite, chaque entreprise va définir ses tâches, durée, prérequis et ses effectifs. Ceci en utilisant un post-it qu'elle va venir coller au mur. Et les entreprises vont venir coller leurs post-it au mur les unes derrière les autres pour créer en fin de compte l'ordonnancement optimal. Ce qu'on disait, l'ordonnancement collectif des travaux. Ce sont les entreprises qui, entre elles, créent l'ordonnancement. La définition des contrôles qualité et des limites de prestation. L'objectif de cet atelier, c'est qu'il soit fait le plus en amont possible dès que les entreprises soient désignées. Et là, quelquefois, on est 1 an, voire 1 an et demi avant le début de leur tâche, notamment pour des lots, un lot peinture par exemple. Et on va déjà soulever des points bloquants, des trous dans le marché, et on va tout de suite trouver les réponses adaptées à cela. L'élaboration commune du planning chemin de fer qui est fait avec et pour les entreprises. Nous allons voir ensuite ce qu'est le planning chemin de fer. Avec ce dicton qui est une mauvaise nouvelle annoncée tôt est une bonne information, voire une excellente information. Donc, on va toujours chercher auprès des entreprises leurs mauvaises nouvelles, mais le plus en amont possible, afin qu'on puisse se préparer, trouver des réponses pour pouvoir y répondre. Et surtout que ceci ne bloque pas l'exécution des travaux. Donc, une fois cet atelier terminé, on arrive à un résultat qui ressemble à cela.
qui est en fin de compte une succession des travaux intérieurs pour 4 logements par les entreprises. Donc nous commençons par le plaquiste et nous finissons par la phase OPR. Et ceci pour 39 jours. Et que pour 4 logements. On va utiliser ces séquences que nous avons créées, qui sont ici. Alors nous avons des séquences techniques type CET, et nous avons des séquences architecturales type CEA. Nous allons multiplier ces séquences par un micro-zoning. Le micro-zoning est fait tout d'abord par typologie de zone sur le chantier, et ensuite on répartit les tailles pour donner la même quantité de travail aux entreprises. Ceci va nous donner un planning chemin de fer. Nous allons voir ensuite en détail comment se compose le planning chemin de fer. Mais tout d'abord, ce qui peut vous sauter aux yeux tout de suite, c'est cette marge pour aléa de 3 mois en vert. Pourquoi elle est très importante, cette marge? Parce qu'on part du principe que pour amener de la sérénité sur un projet, il ne faut pas être au plus juste, au plus près. Parce qu'au moindre caillou dans la chaussure, tout risque de ne plus marcher. Le fait de créer cette marge permet de rajouter de la sérénité en disant nous devons livrer fin septembre, mais nous avons, avant, collectivement, réussi à créer 3 mois de marge où l'on viendra piocher dedans pour permettre que chacun soit serein et absorber les aléas qu'on ne pouvait pas prévoir. Alors, les aléas qui ne sont pas prévisibles, par exemple, c'est si un sous-traitant ne vient plus travailler et que l'entreprise se retrouve sans sous-traitant. L'entreprise n'y est pas pour grand-chose, malheureusement, ça peut arriver. Et donc là, elle va devoir trouver un nouveau sous-traitant, etc. Ou alors une livraison qui n'a pas pu se faire, ou alors une phase Covid. Voilà, on peut imaginer plein de choses. L'important, c'est des aléas qu'on ne pouvait pas prévoir. Cette marge pour aléas, comment elle est créée? Parce qu'en fait, si on prend le délai du client, on va se dire que c'est compliqué de créer cette marge parce qu'en général, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est grâce aux entreprises. Les entreprises, quand elles créent l'ordonnancement et les tâches, les séquences travaux, on leur demande d'être au plus juste, de ne pas prendre de marge, de ne pas prendre de gras. Ce qui permet de gagner un jour par-ci, par-là, et à la fin, on arrive sur 3 mois. On voit aussi des cadenas. Alors, on aime bien faire des choses très visuelles. L'objectif d'un planning chemin de fer, c'est de voir les grands enclenchements, d'avoir des jalons, de voir les tâches rythmées. Donc, on les voit bien parce que c'est les travaux intérieurs qui se succèdent vers le milieu de ce planning. Et de libérer des zones. Et les grands cadenas que l'on voit ici, c'est le moment où on termine le bâtiment, on le verrouille, il est chauffé, ventilé, et comme ça, on sécurise le projet. Donc, X mois avant la fin des travaux, on a sécurisé 33% du projet. Un mois et demi après, 66%. Et encore un mois et demi après, 95%. Il restera toujours des phases extérieures à faire. Mais là aussi, l'objectif, c'est d'amener cette sérénité qui est compliquée à trouver sur un pilotage classique. Un autre planning chemin de fer sur une autre opération qu'on a réalisée. Et donc là, on voit bien le rythme des travaux. C'est-à-dire qu'on a la première séquence tout en bas. Et cette séquence va être décalée pour les autres zones. Donc on utilise 3, 4 jours de décalage. Ça, c'est quelque chose qui se calcule. C'est de l'ingénierie de planning, tout simplement. Et qui permet de mettre ce rythme, cette cadence et ce flux continu. L'objectif, c'est que les entreprises viennent qu'une seule fois et qu'on les alimente assez en travaux pour qu'elles puissent éviter de venir un jour, repartir, revenir, etc. Et mettre ce rythme, ça permet de les suivre et de bien gérer les enclenchements du projet. Et ça permet de gagner quasiment 30% de gains sur les délais du planning. Comment se compose un planning chemin de fer? Tout d'abord, en haut, nous avons le temps. Donc, chaque colonne est un jour ouvré, un jour de travail. Sur la gauche, nous avons les zones.
donc qui dépendent du microzoning. Nous avons une bande très importante en haut qui s'appelle les jalons, sur lequel on va avoir une vision un peu plus globale. L'objectif aussi du Lean, c'est de ne pas être au microscope sur des tâches pour les suivre, mais aussi de prendre cette prise de recul et de voir notre chantier, comment il se déroule au global. Et là, l'objectif de mettre des jalons, ça va être de pouvoir les suivre. Et si on passe nos jalons en temps et en heure, ça veut dire que les travaux sont réalisés en temps et en heure. Et enfin, les travaux rythmés. Donc, nous venons de voir une création d'un planning Lean. Maintenant qu'on a un planning objectif et qu'on va vouloir absolument tenir et suivre, il va falloir qu'on se prépare, qu'on prépare l'exécution des travaux. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que sur un système classique, un pilotage classique, la préparation n'est pas suffisante. Alors ça, c'est notre point de vue, parce que pour nous, c'est l'étape essentielle, c'est le point le plus important. Si on se prépare bien, ça va permettre de lever énormément de prérequis ensuite pendant l'exécution. Donc, c'est pour ça qu'on est parti du principe que notre OPC, on le cherche, parce qu'on cherche une préparation de chantier en urgence. Le système Lean, quant à lui, son objectif va être de rendre déclarative la préparation de chaque entreprise avec un fichier partagé dans le cloud, donc qui ressemble à ceci. Donc on voit bien qu'on a un système très visuel avec du vert, du blanc. Alors je vais zoomer pour vous montrer ça plus en détail, mais ça va être vraiment le système de référence qu'on a mis en place chez Delta Partners et qui nous permet là aussi d'apporter énormément de sérénité à tout le monde. Donc, cette préparation de chantier, ce fichier, alors c'est un fichier Google Sheet, c'est la version, on va dire, Excel en ligne, où toutes les personnes du projet y ont accès à n'importe quel moment et les informations sont toujours à jour sur ce fichier. Donc, nous avons pris le parti de lister tous les types de matériel qu'on trouvait sur le chantier, baignoire, receveur de douche, lavabo. Alors là, on est sur le plomberie, mais on a fait tous les lots, donc c'est un fichier quand même qui est assez grand, mais qui permet sur un fichier d'avoir toutes les tâches et toutes les étapes qui vont permettre de partir d'une demande de la MOE pour arriver à une installation sur le chantier. Donc d'abord la MOE qui demande des fiches techniques, des échantillons, qui indique si c'est à installer dans le témoin ou pas. Ensuite, l'entreprise qui va faire ses études, la validation de la MOE sur les études de l'entreprise et les commandes de l'entreprise par bâtiment avec une alerte de commande. On va voir ça juste après. Un délai d'approvisionnement qui est donné par l'entreprise, donc 25 jours ouvrés pour le cas de la baignoire, avec, et donc là on voit que la baignoire n'a pas été livrée ni réceptionnée sur le bâtiment A par exemple. Une marge, parce qu'on prend toujours une marge dans le Lean, qui permet que s'il y a un aléa, s'il y a un camion qui n'arrive pas en temps et en heure, on garde toujours cette petite marge qui nous permettra d'avoir une alerte un peu plus tôt. Et enfin, les jalons de début de travaux qui se trouvent sur le planning chemin de fer. Donc, nous partons de la date de début des travaux du bâtiment A pour la baignoire, par exemple, le 21 octobre 2021. Nous avons les 10 jours de marge Lean, j'ai envie de dire, qui nous donne une date. Cette date, nous enlevons 25 jours d'approvisionnement. On enlève aussi les jours fériés, les vacances de Noël et les vacances d'été, si ça a été acté comme cela. Et nous arrivons à une date au 2 septembre 2021. Et donc, au 2 septembre 2021, l'entreprise, après cette date, sera en retard sur ses approvisionnements. L'objectif, c'est que tout soit en vert avant de réaliser les travaux, bien entendu. Et plus il y aura du vert, et plus nous allons apporter de la sérénité au projet. Par contre, là où nous sommes allés plus loin chez Delta Partners, c'est que nous avons dit, mais comme ce système est intelligent, qu'il a été créé de manière réfléchie, pourquoi ne pas mettre derrière, en cachet, un système informatique qui permettrait d'envoyer automatiquement des emails
si la date de commande est dépassée, l'alerte est dépassée. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc maintenant, le système évolue tout seul. Si la case n'a pas été cochée pour dire que la commande a été passée, le système va envoyer des emails pour relancer l'entreprise automatiquement. Et donc là, nous sommes aussi déchargés de cette phase qui prend beaucoup de temps pour relancer les entreprises, pour gagner du temps et s'occuper d'autre chose. Une fois qu'on a préparé l'exécution, que notre fichier se remplit au fur et à mesure des déclarations des entreprises, nous allons passer en phase d'exécution avec la planification des travaux, qu'on appelle aussi la réunion de chantier hebdomadaire. Alors cette image me fait toujours sourire, parce que moi j'ai connu ça, j'ai connu ce genre de réunion de chantier classique. C'est plutôt rare, les réunions qui se sont bien passées, en tout cas dans mon expérience, mais ce que je vois là, ça me parle vraiment. C'est-à-dire que des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre qui demandaient des choses aux entreprises et les entreprises n'étaient pas capables d'y répondre. Et elles se prenaient la tête dans les mains, elles ne savaient pas comment faire, il y avait du retard, il y avait des aléas, il y avait des points bloquants, etc. J'attire aussi votre attention sur la tenue de ces personnes. D'après moi, ce que je peux penser, c'est que ces personnes ne sont pas celles qui sont sur le chantier tous les jours et qui exécutent les travaux. Ce ne sont pas des chefs d'équipe ou des chefs de chantier qui sont le plus à même à savoir où en est leur chantier, quels sont les points bloquants et où est-ce qu'elles pourront travailler. Le système Lean, lui, change un peu du tout au tout sur la planification des travaux hebdomadaires pendant la phase d'exécution. Il propose un support commun qui est alimenté par des gens qui sont tous les jours sur le chantier. Donc c'est une réunion hebdomadaire que l'on fait avec les conducs, avec les chefs de chantier, avec les chefs d'équipe. Ils ont chacun une couleur de post-it qui leur est assignée, et sur ces post-it, ils vont indiquer la tâche qu'ils vont réaliser cette semaine, la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. Et ceci va créer un dialogue entre eux, en disant, t'es l'électricien, ok, tu termines cette tâche lundi, je vais pouvoir intervenir mardi. Tu t'engages à terminer lundi, ok, très bien, alors je fais ça mardi. Et à contrario, là, tu as dit que tu commençais mardi, mais attention, moi, je n'aurais pas terminé parce que j'ai eu un petit problème avec un fournisseur. J'aurais terminé que mardi soir. Ok, très bien, je déplace mon post-it à mercredi. Je commencerai que mercredi. Par contre, au fait, n'oublie pas qu'il va falloir que tu me laisses la zone nickel comme l'autre fois. Oui, oui, t'inquiète pas, je m'y engage. Et en fait, c'est cette discussion qu'on va aller chercher. C'est toutes ces personnes-là qui sont au cœur du système et qui vont planifier ensemble les travaux des prochaines semaines. Cela en lien avec toujours le planning objectif chemin de fer pour tenir ensemble nos engagements. Et là aussi, on va toujours les interroger sur leurs points bloquants et leurs futurs points de blocage. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher dans 4 semaines de réaliser cette tâche? Dis-moi, que je puisse faire le nécessaire pour permettre de réaliser cette tâche comme c'est prévu sur le planning. Parfait. Et en général, ce qu'on voit, c'est que sur une opération Lean, en fin de compte, on n'a qu'un seul planning du début à la fin. Parce qu'on est tellement dans l'anticipation que le planning, on colle toujours au planning en fin de compte. Et on a cette vision qui est en fait donnée par cette autoroute qui est complètement dégagée avec un grand soleil. Donc là, on voit une autre image d'un chantier qu'on anime en LPS. Alors, ce mode de pilotage s'appelle le LPS, le Last Planner System. L'objectif va être de démarrer toutes les tâches à l'heure par rapport au planning chemin de fer. Vous voyez sur la droite du mur le planning chemin de fer qui est affiché. Et on y fait toujours référence pour savoir si les post-it que collent les entreprises tiennent avec les délais du chemin de fer. Et le cas échéant, on essaie tous ensemble de trouver une solution qui permettrait de tenir le planning. On va rendre le pilotage collaboratif en impliquant responsables de travaux, chefs d'équipe et chefs de chantier. Ce sont les gens qui produisent, qui vont réaliser la tâche. Alors là, pareil, vous allez me dire peut-être que les gens qu'on a sous les yeux, que c'est peut-être pas des gens qui vont être en tenue de chantier tous les jours. Mais là, il faut savoir qu'avec eux, on planifie
des semaines bien plus tard. Donc, on planifie des semaines à S+4. Et pour planifier S+4, en fait, on a besoin aussi de la partie responsable travaux. En disant, ben, est-ce que tu auras bien prévu des équipes à ce niveau-là? Est-ce que tu as bien prévu ta commande? Et ça, c'est assez compliqué de l'obtenir de la part des chefs d'équipe. Donc, il y a aussi une phase où, quand on voit qu'on n'a pas l'information, on va aussi faire une courte réunion, souvent en fin de réunion LPS, avec les responsables travaux. On va se coordonner et coordonner l'ensemble des tâches connexes aux travaux. Études, logistique, moyens humains et matériels. On va chercher l'information auprès des entreprises et on va demander, ben, OK, moi, plombier, dans 3 semaines, j'ai une livraison, donc j'aurai besoin de la grue entre 8h et 9h, mardi 23 février. Très bien, on met un post-it, on l'écrit. Tout le monde autour du support a l'information. Le gros œuvre qui gère la grue a l'information. Nous le noterons aussi dans le compte rendu. Et comme ça, personne ne sera pris au dépourvu. Et enfin, nous sécurisons l'avancement du projet de manière simple et visuelle. Et on utilise là aussi toujours des indicateurs, le suivi des jalons et les engagements respectés. Et d'autres indicateurs qui feraient du sens à ce projet-là, par exemple. 3 réponses seulement sont acceptées pour les entreprises. Oui, oui, si ou non, car. Et le non est très important à attendre. C'est-à-dire que déjà, on va bannir tous les mots qui sont éventuellement, peut-être. Donc, si je prends l'exemple de Monsieur le plombier, est-ce que tu auras terminé l'installation des baignoires dans 3 semaines? Peut-être, pourquoi pas, éventuellement. Ça, on ne veut pas l'entendre. On veut seulement oui, oui si tu me mets ça en place, non car ceci est en place et ne me permet pas de poser ma baignoire. Et là, comme on parle toujours 3-4 semaines en avance, on aura ce temps-là qui nous permettra de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ce que dans 3 semaines, la baignoire soit posée. Enfin, j'attire votre attention sur la table où il y a des viennoiseries et les gens boivent le café. Là aussi, c'est des choses sur le projet qui ne coûtent pas cher, sincèrement. Et nous, quand on les met en place, quand on leur apporte les viennoiseries, quand on leur sert le café en réunion LPS, ben, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est là aussi où on crée la convivialité. C'est par ces petites choses simples qui vont faire que les gens vont aimer venir à cette réunion, discuter ensemble et passer un bon moment. Et donc, cette histoire d'avoir un peu la boule au ventre en allant à une réunion de chantier classique, ben là, en fait, elle change du tout au tout, pour moi, à mon avis, parce que d'un coup, on se retrouve avec l'envie d'aller en réunion parce qu'on sait que ça va bien se passer, que c'est un chantier qui se passe bien et sur lequel on a des résultats. Et en plus, on est traité correctement. C'est une notion qui me tient à cœur et je la trouve très importante. La planification de travaux engendre le suivi des travaux en phase d'exécution. Donc, je pense que ça, tout le monde connaît. C'est un planning Gantt que l'on pointe. Et en général, un planning Gantt, dans 90% des cas, malheureusement, de mon expérience, on le pointe toujours en retard. Et donc, on a toujours ces lignes qui partent, ces lignes rouges qui partent vers la gauche tout le temps. Et on ne se rend pas bien compte de où on est, où on va, etc. Le système Lean va plutôt être du suivi de jalons. C'est-à-dire que si on passe nos jalons en temps et en heure, nous arriverons à tenir notre planning. Donc, tout d'abord, c'est une gestion centralisée du suivi de chantier. Un contrôle et des alertes sur les enclenchements. Est-ce que les enclenchements se sont bien déroulés en temps et en heure? Et enfin, le suivi des retards, parce qu'on peut toujours prendre du retard, il ne faut pas se mentir avec ça. Et les dates clés, les dates qui font du sens au projet. Et c'est ce qui permet d'avoir sous les yeux le suivi des courbes jalons du projet. Mais là, c'est une vision très simple, en disant ce qui est en pointillé, c'est ce qu'on aurait dû réaliser, et ce qui est en ligne pleine, c'est ce que l'on a réalisé. Et comment, quelles actions allons-nous mettre en place pour recoller à la phase, à la ligne pointillée.
Et à la fin, nous voyons cette ligne, une ligne droite, parce qu'en fait, ça, c'est notre marge. Donc, malgré tout, même si cette ligne verte, nous continuons à avoir du retard, comme nous avons planifié une marge pour aléa nécessaire au projet, en général, nous parlons de 10% du temps des travaux, ben, nous livrerons quand même à l'heure, voire en avance, alors que nous avions un petit peu de retard sur le chantier. Le suivi des travaux, ce n'est pas seulement des courbes et des statistiques, c'est aussi avoir un chantier propre. Ça, c'est une photo. Je ne sais pas si elle vous parle. Moi, elle me parle. Déjà, c'est une photo qui est très dangereuse. Alors, c'est une installation, c'est une décharge quasiment sur notre chantier, qui fait qu'il a fallu qu'une personne mette quelque chose au sol et que tout le monde vienne par-dessus poser ses déchets. Donc, en plus, on ne sait pas si c'est des choses qu'il faut jeter ou pas jeter. Mais là, c'est réellement une zone où il faut produire en qualité. Et là, d'après vous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans cet environnement-là, personne ne produit dans la qualité attendue. Le système Lean, quand on arrive à faire les choses, à mettre du 5S, à pousser les entreprises vraiment dans la bonne direction, ça, c'est une photo qu'on a prise sur un chantier. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça. Hein. Ça, je préfère clarifier les choses. Mais quand on a l'engagement de tous les acteurs, qu'on suit toutes les personnes et que les gens qui s'engagent en LPS s'engagent aussi à se donner des zones propres, ben là, d'un coup, dans une zone comme ça, c'est quasiment automatique de produire dans la qualité attendue. Tout est rangé, tout est nettoyé. Et donc ça, c'est un suivi aussi que l'on fait énormément en OPC Lean, de s'assurer que les zones soient propres, parce que pour nous, c'est directement la qualité du projet qui sera affectée si les zones sont sales, sont des décharges, comme la photo de gauche. Le PIC, qui est le plan d'implantation de chantier, là, je vais vous parler du PIC parce qu'en fait, c'est une innovation simple, mais qui va vous montrer aussi tout l'intérêt du Lean. C'est-à-dire que sur le système classique, on crée un PIC qu'on va remettre à jour de temps en temps et sur lequel on va discuter des différentes emprises, etc. Quand on se pose la question du Lean, on se dit, mais comment on pourrait faire mieux? Comment on pourrait tous se mettre autour d'un support et ensemble préparer, parce qu'en fait, le PIC, en fin de compte, il doit être dynamique parce qu'il change toutes les semaines. Toutes les semaines, il va y avoir des nouvelles zones de stockage, des travaux qui vont commencer, des accès qui peuvent changer. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose de très simple. On imprime sur un tableau Velleda le plan de masse du projet. Comme c'est un tableau Velleda, nous pouvons écrire au marqueur effaçable dessus. Donc, on change au fur et à mesure des emprises, par exemple. Et on vient avec une imprimante 3D, je dis ça comme ça, mais ça pourrait être aussi acheté sur un site de e-commerce, et des petits aimants, comme c'est un tableau Velleda, mettre des bennes, mettre des machines de manutention, toutes ces choses-là. Donc, quand on voit ça, on peut dire qu'on ne peut que innover dans le bâtiment. Et quand vous avez toutes les entreprises autour de ce support, et qu'ensemble, chacun déplace son stockage, ses emprises, comme ce qui va être réalisé la semaine prochaine, par exemple, ben, on donne de la vision à tout le monde. Et ça rentre dans le Lean, c'est-à-dire anticiper au maximum, donner une vision globale, être transparent. On va parler enfin de l'organisation de la réception. Les réceptions, c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Ça, c'est un planning qu'on a mis en chemin de fer, mais qui à la base était un Gantt. On voulait comprendre comment se passaient les réceptions sur ce projet-là. Et on a vu, en le mettant en chemin de fer, que tout se faisait à la fin. Rien n'était fait au fur et à mesure et qu'à la fin, c'était un énorme risque parce que on ne sécurisait pas le projet et s'il y avait des problèmes, on allait forcément décaler la livraison. Le système Lean, lui, dit que dès qu'on a fini une zone, on l'opérise, on fait une mise à disposition anticipée, ce qu'on appelle une MADA avec notre client,
on la ferme la zone et on n'en parle plus. Et comme ça, on s'enlève de la charge mentale. On réceptionne les zones au fur et à mesure. Alors, on pré-réceptionne, hein. La réception, il n'y en a qu'une à la fin du chantier, mais on les pré-réceptionne. Et on s'assure en plus que dans ces zones, nous sommes en zéro réserve. Vu qu'on a le temps de reprendre les choses, si elles sont opérisées et mises à disposition anticipée à notre client, fermées à clé, chauffées, ventilées, ça ne bougera pas et en plus, elles seront en zéro réserve. Une autre vision, c'est quand on prend la réception sur un planning Gantt, nous voyons ce genre de choses. OPR dynamique, levée de réserve dynamique, on a aussi les OPR architecturaux, une commission de sécurité et une réception. Ben nous, là, on s'est dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et qu'on pouvait anticiper le maximum de choses en faisant des OPR et des levées de réserve cadencées pour ne pas avoir d'attente, en anticipant et en amenant de la sérénité pour l'équipe projet MOA, MOE, et en verrouillant des zones terminées. Et on sécurise le projet. Donc si je fais un zoom sur ce document-là, ça ressemble à ça. Et ce document, en fait, c'est toute la fin de chantier et tout ce qui va se passer d'ici la fin de chantier. Notamment les concessionnaires. Nous savons, les concessionnaires, c'est toujours quelque chose de compliqué, difficile. Donc nous partons de la réception de chantier et en rétroactif, X semaines avant, nous allons nous donner des actions à réaliser. Et ça, c'est pas fait dans notre coin, c'est fait avec les entreprises, avec la maîtrise d'ouvrage, avec la maîtrise d'œuvre. Et ensemble, nous définissons le processus qui nous permettra d'arriver à la réception de chantier. Donc, les résultats de cette démarche. Qu'est-ce que permet cette démarche? Pour nous, Delta Partners, 100% des projets ont été livrés avant la date de fin prévue. Nous avons une diminution mécanique moyenne de 30% du temps de production, ceci avec un flux continu et en permettant à ce que les entreprises ne prennent pas de marge ou de gras dans leurs tâches et en mettant cette marge à la fin. Nous sommes à un nombre de 4 réserves par logement en phase levée de réserve, donc ce qui est très bas. Et enfin, les entreprises qui sont sur les chantiers que nous avons accompagnés nous indiquent qu'elles ont une amélioration moyenne de leur marge opérationnelle de plus de 2%. En conclusion, le Lean permet de fiabiliser le coût et le délai de l'opération, de gagner en sérénité, d'anticiper les blocages susceptibles de ralentir le chantier, de collaborer à la recherche de consensus, d'améliorer la performance du chantier, sécurité, qualité, et de partager tous ensemble l'information et que chaque acteur prenne ses responsabilités. Donc, vous pouvez maintenant m'envoyer vos questions et je vais essayer d'y répondre. Voilà, donc on vous a transmis quelques-unes des premières questions qui ont été posées et on va continuer de vous les envoyer au fur et à mesure que nous les recevons. Donc, vous pouvez en prendre connaissance et y répondre dès que vous êtes prêts. Alors, j'ai une première question, donc je vais lire la question. Selon votre expérience, le mode de réunion par visioconférence est-il adapté au système Lean? Quels sont ses atouts et ses inconvénients? Donc, dans la phase conception, nous nous sommes aussi adaptés aux différents confinements et nous avons fait beaucoup de visioconférences. Donc, dans la phase conception, ça marche en fait du moment qu'il y ait un temps qui soit dédié à la réunion. Le problème serait en fait de se dire on s'envoie des mails, on se débrouille, chacun fait des choses de son côté, mais le plus important, ça va être de prendre du temps, qui peut être en présentiel ou en visioconférence, pour faire le point sur le projet chaque semaine. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous allons? Quels sont les indicateurs? Quels sont les points de blocage? Quelles sont les actions de la prochaine semaine? Qui s'engage à faire quoi? Tout ça est très important. Après, bien entendu, pour les réunions de chantier, là par contre, malheureusement, pas de visioconférence. Là, ça doit se faire en vrai, en présentiel, parce qu'on va coller des post-it, on va se mettre autour de supports communs, autour du pic dynamique,
Et on va en plus faire un tour de chantier. Voilà. Donc, je pense que cette question se posait surtout pour la phase conception, j'imagine. Alors, une autre question. Vous prêchez une convaincue, donc merci à vous, concernant la nécessité des marges pour aléas. Mais comment faire lorsque la DG et ou les élus souhaitent que l'on ait fini avant d'avoir commencé, ou que des dates d'ouverture au public type rentrée scolaire s'imposent au projet? C'est une excellente question. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut de la marge pour aléas. Qu'importe la deadline du client. Après, ce qu'on dit aussi dans le Lean, c'est que même si ça n'a jamais été fait, de construire un bâtiment en peu de temps, on peut quand même pouvoir le faire. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, et ce que je n'ai pas abordé dans ces webinaires, c'est qu'on a énormément de gaspillage et notamment des attentes. Vous savez, on prend toujours l'exemple de la maison individuelle. On dit qu'il faut à peu près 9 mois pour la construction d'une maison individuelle. Alors que quand on prend les tâches de chaque entreprise mis bout à bout, on arrive à même pas 1 mois et demi. Donc on se dit bien qu'on a l'habitude de se dire que c'est 9 mois, parce que c'est comme ça, parce qu'on a du gaspillage, parce que quelquefois pendant une semaine, personne ne vient, parce que quelqu'un pensait attendre, mais en fait la personne avant avait terminé les travaux. Alors que si on était tous les jours sur le chantier, qu'on avait fait le travail avec les post-it, qu'on avait dégagé de la marge, que les entreprises n'avaient pas pris de marge de sécurité pour elles, ben on pourrait arriver à baisser drastiquement ce temps. Donc, je comprends bien votre question. L'important pour moi, c'est toujours prendre de la marge, quoi qu'il arrive. Et si pour vous, vous vous dites que ça va être très compliqué de livrer en temps et en heure, ben là, nous, ce qu'on propose, c'est de l'ingénierie de planning et de trouver des solutions. Et quelquefois, quand on pose la question aux entreprises, en disant ben, comment tu pourrais faire cette tâche en 2 semaines au lieu de 1 mois et demi, ben, peut-être qu'il aura des solutions à vous apporter, en fait. Là, on ne peut pas, nous, le savoir. Donc, la discussion, les interrogations, on peut arriver avec des modèles logistiques très aboutis. On peut parler aussi de hors-site. On travaille beaucoup, Delta Partners, avec hors-site, le cabinet hors-site qui propose ces solutions-là. Donc voilà, en fait, tout peut être fait. Et après, si malgré tout ça ne rentre pas, ben, quelquefois, ça peut nous arriver de dire à notre client, ben, attendez, là, ça ne rentrera pas. Tout le monde va être pressurisé. Et en plus, si on n'a pas de marge pour aléa, on n'aura pas de sérénité. Il vaut mieux décaler peut-être un petit peu, mais être sûr que les travaux seront faits en temps et en heure. Alors, une autre question. L'outil Excel Réseau de Google est-il libre ou sous licence? Nécessite-t-il une formation ou est-il suffisamment intuitif pour être utilisé par tous facilement? Alors, je pense que vous parlez là de l'outil en ligne que je vous ai montré dans la préparation de chantier. Cet outil, nous l'avons créé pour nous. C'est-à-dire que comme on est pilote en responsabilité, on s'est dit quelle serait la meilleure façon de gérer ce chantier, cette préparation de chantier. L'outil Google Sheet, qui s'appelle Google Sheet, S-H-E-E-T, est libre d'accès. Vous pouvez y accéder du moment que vous avez un compte Google. Et là, en fait, j'ai envie de dire que tout le monde peut créer son Google Sheet. Vous créez des checkbox, vous créez des lignes, etc. Après, nous, on a rajouté un peu plus d'intelligence. On a pris des développeurs en interne pour créer ce système d'envoi des emails en automatique, etc. Donc là, nous avons rajouté de l'intelligence. Après, les projets que l'on accompagne, nous, dans notre accompagnement, nous mettons tout le développement que nous avons fait au service de nos clients. À la place du Velleda, pourquoi ne pas utiliser le BIM? Alors le BIM, ben moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors j'ai travaillé avec le BIM, hein. Il faut savoir qu'avant de travailler dans le Lean Construction, j'ai été chargé d'affaires CVC Plomberie. Et donc j'avais fait quelques chantiers. C'était le début du BIM, mais il était déjà implanté sur les chantiers. Et
le reproche que je peux faire au BIM, c'est que ça coupe en fait les discussions qu'on pourrait avoir. Moi, étant quelqu'un de très pragmatique et souhaitant une communication transparente et la plus grande possible, le post-it et le visuel affiché, pour moi, on n'a pour l'instant rien fait de mieux. Être sur la maquette, c'est très bien, et ça vient en complément de tout ça, parce que ça permet tout d'abord de régler en amont tous les clashs de réseau, par exemple, et de faire une synthèse qui est beaucoup plus aboutie, certes. Mais par contre, en phase pilotage, on peut s'en servir pour savoir où est-ce que nous en sommes, quels travaux nous allons faire dans cette zone-là. Mais c'est pas ça qui va apporter, qui va faire que la mayonnaise va prendre entre tous les acteurs. La mayonnaise ne prendra que si tous les acteurs sont autour d'un support commun et travaillent ensemble. Et ensemble viennent déplacer certaines choses. Donc le tableau Velleda, il est très bien, parce que quand le gros œuvre va prendre ses engins de chantier pour les déplacer, le terrassier va prendre ses engins de chantier pour les mettre à l'autre bout du chantier, par exemple, nous, on va se dire, ah, mais ici, on a du stockage. Est-ce qu'on peut déplacer ce stockage? C'est du stockage de plomberie. Monsieur le plombier, on peut les mettre ici. Quelle zone est disponible? Là, on va avoir le gros œuvre qui dit, ah ben, cette zone sera disponible, et ainsi de suite, on va modifier, soit avec un feutre, soit quand on va aller plus loin, avec des petits items qui sont aimantés, et ça marchera, et ça marche en fait ça extrêmement bien. Comment définir les jalons et dates clés? C'est une excellente question, ça. Parce qu'en fait, on voit bien que les jalons sont au cœur de ce processus. Ben, les jalons, comment on les définit? En général, c'est ce qui fait du sens. Donc, quand on est en amont d'un projet, quand on arrive sur un projet, on réunit l'AMOA, la MOE, le CSPS et le bureau de contrôle aussi, et on leur dit quelles sont les dates, quels sont les jalons qui sont pour vous importants sur ce projet. Et donc là, on va avoir une discussion ouverte. Pardon. On va avoir une discussion ouverte et ils vont me dire, ben attends, là, quand le gros œuvre va partir, ce sera un jalon important. Ok, on le met, on va le suivre. L'installation de la grue G1, on le met. L'installation de la grue G2, on le met. Échafaudage, montage, démontage, on le met. Parce qu'on va vouloir suivre le coût de l'échafaudage qui est par jour d'utilisation. Et en fait, là, pareil, notre but à nous, c'est pas d'imposer de choses. Le but, c'est toujours de se mettre au service du projet, de questionner les personnes et de dire, mais qu'est-ce qui ferait du sens au projet? Donc, les jalons, ils sont très faciles en fait à trouver du moment qu'on a une discussion libre entre nous et on va se dire, ben, la fin des CET dans le bâtiment A, le début des CEA, etc., etc. Aussi, dans une séquence de travaux intérieurs, il y a des petits jalons qui vont être importants, comme le début du peintre, par exemple, et qui va un peu couper la séquence en deux et qui va être important à suivre. La planification Gantt est-elle compatible avec le Lean? Comment passer du mode classique au Lean? Alors moi, je suis allergique au Gantt, malheureusement. J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à créer un planning sur Gantt. Par contre, ce que j'arrive très bien à faire, c'est partir d'un fichier Gantt pour le passer en chemin de fer. C'est assez facile en fin de compte parce qu'une fois qu'on a fait son zoning, qu'on a réfléchi aux typologies, ici il y a une cuisine à faire au niveau 5, il y en a une au niveau 3, une au niveau 2. Ok, on voit qu'on a un petit zoning cuisine et on va vouloir que les entreprises ou les équipes qui feront la cuisine du niveau 5, juste après elles fassent la cuisine du niveau 3 et enfin la cuisine du niveau 2. Comme ça, elles vont être en plus sur une répétition de tâches qui va faire en sorte qu'elles seront plus à l'aise et qu'elles iront plus rapidement. Et on va avoir ce petit flux de travaux continus qu'on va vouloir suivre. Donc, on commence par faire un micro-zoning. On a nos dates jalons. Et après, on va regarder dans le planning Gantt. Alors, en général, on ne regarde pas toutes les sous-tâches du planning Gantt, mais on va regarder plutôt le plombier devait intervenir de cette date-là à cette date-là. Nous, on va lui découper son intervention par zone en lui assurant une continuité de tâches. Et donc, on va l'insérer dans la séquence et on va multiplier ces séquences.
Ça, c'est ce qu'on fait souvent avant la désignation des entreprises. Une fois que les entreprises sont désignées, ou si elles sont déjà désignées, et qu'on a fait ce petit travail-là de réflexion en amont, on va tous se mettre autour de la table avec les entreprises et on va reparler de tout ça en disant, monsieur Plombier, qui vous êtes là, on a redécoupé vos travaux comme ça, est-ce que ça vous convient, qu'avez-vous à rajouter, quels sont vos prérequis, quelles sont vos limites de prestation, avez-vous des points bloquants à nous faire part, etc. Donc, ceci est quand même assez facile. Et moi, sur mes opérations, et Delta Partners, sur ses opérations en général, n'utilise plus que des plannings chemin de fer. Et la deuxième, en fait, il me semblait qu'il y avait deux questions en une. Comment passer du mode classique au mode lean? Alors, si je pense, je pense que cette question est peut-être un peu plus globale. Comment passer du mode classique au mode lean? Ce que nous proposons chez Delta Partners, c'est un accompagnement avec beaucoup de méthodologie, une formation à la philosophie aussi. On commence toujours par une formation. Et ensuite, une fois que la méthodologie et la philosophie est comprise et acceptée, on va pouvoir mettre en place certains outils. Donc, on accompagne des projets, n'importe quel projet, j'ai envie de dire, parce que moi, je fais autant de l'événementiel en m'occupant du pilotage du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées qu'un hôtel de 1000 chambres à Paris, qu'un immeuble, 132 logements à Melun, etc., etc. Donc, tous nos projets sont assez variés. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que nous proposons des accompagnements qui sont sur mesure à destination du projet. Alors, je continue les questions. Bonjour, quid des problèmes d'approvisionnement? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment gérer, et on est en plein dedans, hein. Alors je ne sais pas si vous l'avez sur vos opérations, mais ce problème de matières premières est très embêtant en ce moment, très difficile. Les entreprises peinent énormément à avoir des matières premières, ou quand elles en ont, c'est un prix qui est très cher. Donc comment gérer cela? On ne fait pas de miracle, bien entendu, mais quand on fait la préparation de chantier avec le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, très en amont, on va se poser des questions sur les approvisionnements. Et quand on est sur des choses ouvragées avec 9, 10, 12, 16, 18, 20 semaines d'approvisionnement, on va les anticiper bien en amont. Et le fait d'avoir l'information qui est disponible, qui est sous nos yeux, alors, qui est ici, et qui serait disponible, c'est-à-dire que dans la colonne jaune, qui est délai d'appro, au lieu d'avoir 25 jours, si on avait, je ne sais pas, 120 jours, ben, ça nous ferait une alerte. Et le système, 120 jours avant, plus 10 jours de marge, avant le début des travaux, ferait une alerte. Et on a quelquefois des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, qui nous demandent, en plus, à l'alerte envoi commande, 2 semaines avant la date d'alerte, d'envoyer automatiquement à l'entreprise une alerte par email, en disant attention, dans 2 semaines, vous allez devoir commander ce matériel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent marcher. Par contre, après, il n'y a pas de miracle dans le fait qu'il est très difficile de trouver du bois. On a eu des problèmes sur la tuile. Ce qu'on peut juste dire, c'est essayer d'anticiper au maximum du maximum. Essayer peut-être de trouver des zones de stockage sur le chantier grâce au pic dynamique, même si en fin de compte, stocker, ce n'est pas forcément lean, mais quelquefois, nous n'avons pas le choix. L'objectif étant de jamais ralentir les travaux. Une fois qu'ils sont partis, on ne les arrête jamais. Ah, très bonne question. Une mission d'accompagnement lean relève-t-elle d'une mission AMO ou doit-elle intégrer à l'équipe de MOE? Et une telle mission représente en général quelle part du coût des travaux? Alors ça, c'est une excellente question. Nous faisons 3 choses quand on accompagne des chantiers avec Delta Partners. Tout d'abord, nous faisons des missions d'AMO. Nous avons été, nous sommes toujours sur des petits comme des gros projets AMO. Excusez-moi.
nous sommes AMO, mais nous sommes aussi, comme pour le 14 juillet, intégrés à l'équipe MOE, et nous sommes aussi pilotes OPC de chantier. Donc, nous avons les 3 casquettes. Il faut juste trouver ce qui fait du sens au projet. Et enfin, la 4e casquette, qui est, il est possible que nous sommes ni AMO, ni MOE, ni OPC, mais nous accompagnons aussi des MOE. Donc, c'est-à-dire qu'un architecte d'exécution qui aurait une mission sur un projet de construction, ben, grâce à une formation et un coaching, là c'est ce qu'on appelle la mission coaching, ben, nous allons l'accompagner en présentiel pour réaliser un certain nombre de tâches lean afin de rendre son chantier en ligne. Donc nous sommes coachs et donc nous ne sommes ni AMO, ni MOE, ni OPC. Et pourtant, nous accompagnons en fait des MOE. Donc on a essayé, de par notre positionnement, d'être le plus disponible possible pour s'adapter aux envies de chacun et aux besoins des projets. Et quelquefois, il arrive qu'on commence par du coaching avec une formation, puis la mise en place d'outils, et qu'ensuite, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt pour la méthode et qu'on nous confie ensuite une mission d'AMO. Mais nous avons toutes les casquettes, en fin de compte. Une telle mission représente en général quelle part du coût des travaux? Alors, pour la partie coaching, ben, c'est des jours de consultant. Donc là, c'est des choses que l'on fait sur mesure. C'est des forfaits que l'on fait sur mesure suivant la taille des chantiers, jusqu'où vous souhaitez apporter du lean. Là, c'est quand même une question difficile. Je vous montrerai ensuite notre site web pour pouvoir nous contacter et qu'on puisse vous faire un estimatif sur mesure, une proposition sur mesure pour un accompagnement. Sur une mission OPC Lean, on dit toujours qu'un OPC classique sur une mission, il prend entre 0,7 et 1% du montant total des travaux. L'OPC Lean, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de travail à réaliser avec un suivi, etc., etc. On serait plutôt entre 1 et 1,5%. En tout cas, c'est comme ça que c'est traité. Les dates jalons sont aussi induites par un chemin critique. Alors, c'est une bonne question. On n'a pas forcément parlé de chemin critique, pourtant, il est au centre de notre planning chemin de fer. Donc, il n'est pas dessiné, mais on l'a toujours en tête. Donc, c'est une très bonne observation parce que mettre une date jalon ou une date clé sur les choses qui ne seraient pas critiques, ben, en fin de compte, ça aurait peu d'intérêt. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre observation pour dire que les dates clés, alors parce qu'on va essayer de faire la différence entre jalon et date clé, mais les dates clés seraient en fait celles qui sont sur le chemin critique, absolument. Et le fait d'avoir une vision chemin de fer permet, comme c'est très visuel, ben, ça permet en fait de voir très facilement le chemin critique de l'opération. Une autre question, et si le projet n'est pas bien étudié en phase conception? Ben, malheureusement, on ne fait pas de miracle. Si ce n'est pas bien étudié, ben, ça va être compliqué, mais ça va être compliqué autant en système classique qu'en système Lean. Malgré tout, le système Lean va permettre très en amont, dès que le Lean va être mis sur le chantier, de recadrer certaines choses. Parce que quand l'on va mettre en place des outils comme la préparation de chantier ou toutes ces choses-là, ça va permettre de se rendre compte des trous dans la raquette et de remettre en place ce qu'on appelle une task force, mais ça c'est des mots forts, mais ce qu'on appelle des groupes de travail dédiés à des problématiques qui vont devoir être traitées très rapidement. Donc la phase conception, même si elle se réalise mal, le Lean, lui, va permettre de montrer et de mettre en exergue différentes choses et de proposer en tout cas de remettre en place des groupes de travail, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher et le chantier sera perdu d'avance, en fin de compte.
Et ça, c'est l'intérêt de personne. Dernière question. Proposez-vous des formations Lean pour des OPC indépendants? Alors, absolument. Alors, ce n'est pas parce qu'on est OPC Lean, nous, qu'on veut garder ce marché pour nous, hein. Au contraire, on souhaite diffuser notre méthodologie pour qu'un maximum de chantiers se déroulent au mieux en France et à l'international. Donc, on a tout à y gagner à ce que l'OPC Lean soit mis en place un peu partout et surtout qu'il soit réalisé correctement. Ça, c'est aussi une chose très importante parce qu'un chantier Lean mal organisé ou avec sans prendre en compte vraiment tous les outils, la méthodologie et la philosophie de la démarche, ben, peut avoir des conséquences catastrophiques et les gens ne veulent plus travailler en ligne. Donc, nous formons, et donc là, je vais passer sur la dernière diapo. Vous retrouverez sur notre site internet nos formations, ainsi que l'onglet Contact en haut à droite, où vous pourrez nous poser ces questions. Moi, je me déplace beaucoup en France pour former que ce soit des maîtrises d'œuvre, des entreprises générales, des OPC, des maîtrises d'ouvrage à la all-in, ainsi que des entreprises de la construction. Alors, les entreprises de la construction, c'est une autre formation, mais voilà, on les forme, et si on veut vraiment aller un peu plus loin, on forme les OPC indépendants, et ensuite, on leur propose aussi un accompagnement sur un chantier pilote, où on va être en mode coaching, et on va mettre en place avec eux le planning chemin de fer, le pilotage LPS, et on va venir 2-3 fois pendant le cours du chantier pour venir voir l'animation que vous faites, vous aider à mieux animer peut-être, avoir un regard un peu critique pour que vous puissiez vous améliorer. Donc là, c'est des choses aussi qui nous tiennent très à cœur chez Delta Partners. C'est ensemble de changer le monde du bâtiment, d'innover et d'être meilleur qu'hier. Donc, je pense que j'ai terminé avec les questions. Oui, on a plein de nouvelles questions. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Docteur, pour votre intervention et d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ce rendez-vous expert sera mis en ligne très prochainement sur Keox et vous pourrez y accéder directement via votre compte. Merci à tous et bonne journée à vous. Merci.